Donc, or, immobilier et actions, quel est le portefeuille idéal, le trio qui résiste aux crises? Et on va regarder à l'intérieur de là-dedans maintenant plusieurs spécificités peut-être qu'on peut retrouver avec l'or, avec des débats entre nous, puisque on a même hors vidéo, on a commencé à avoir des débats entre nous sur l'or. Est-ce qu'il faut l'avoir en physique? Est-ce qu'il faut acheter des ETF? Est-ce que donc on avait commencé là-dessus et on va pouvoir, à mon avis, continuer là-dessus parce que c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui vont pouvoir vous aider dans vos choix sur 2026, sur la façon dont vous voulez mettre de l'argent, enfin placer votre épargne. Pour ça, j'ai avec moi trois invités. Vous avez tout d'abord Anthony Busco, qui est business manager à aucoffre.com, Veracrash et Cryptcool, c'est ça, c'est Cryptcool, je ne me trompe pas. Bonjour. On a Louis-Alexandre Frossard, qui est gérant associé chez Montaigne Conseil et Patrimoine. Et on a quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, Romain Michel, qui est portfolio manager chez Yomoni. Yomoni, qui est une société. Romain, en 2 secondes, mais vraiment 2 secondes, hein, pas 1 minute, 2 secondes, que fait Yomoni exactement? Bonjour à tous. Yomoni, c'est un gestionnaire d'épargne en ligne qui propose la gestion sous mandat, c'est-à-dire que vous nous confiez votre épargne, on définit votre profil d'investisseur et en fonction de ça, on va vous déterminer un portefeuille qui sera adapté à vos besoins, à votre horizon d'investissement et on va essayer de le faire fructifier à travers des ETF qui est donc le nouveau support d'investissement qui cartonne ces dernières années. D'accord. J'espère que j'étais assez rapide. Donc et c'était parfait. On a un spécialiste de la gestion de la gestion d'épargne. Et je trouve que ça serait intéressant, notamment, de pouvoir comparer, et je vais peut-être commencer avec Louis-Alexandre, de pouvoir comparer le fait sur l'immobilier d'acheter de l'immobilier, comme tu le disais. Donc, on va regarder un commerce, on va regarder une entreprise, on va regarder un appartement et le louer. Ça, ou acheter une foncière, c'est-à-dire des actions, pour le coup, on est en bourse, donc des actions d'une foncière, voire même un ETF qui permettrait d'acheter de l'immobilier sur la France, l'Europe, les États-Unis en même temps, et avoir comme ça une couverture mondiale. Parce que moi, la grande peur que j'ai malgré tout avec l'immobilier en France, c'est que c'est très facile à taxer et qu'on a un pays qui essaye de taxer tout ce qu'il peut taxer en ce moment. Donc, c'est très facile à taxer. La deuxième chose, c'est qu'on a des réglementations qui sont complètement dingues. Et enfin, tu parlais tout à l'heure de l'immobilier de bureau. Il y a actuellement, on voit déjà les commerces en centre-ville, on voit de plus en plus de rideaux baissés. Donc, pendant ce temps-là, tu n'as pas de rentabilité sur le bien que tu as acheté. Et l'immobilier de bureau, avec les faillites d'entreprises qui s'enchaînent, on a battu un record de faillites d'entreprises cette année, on risque aussi de se retrouver avec de très jolis bureaux, mais très inoccupés. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller vers un ETF ou vers une foncière qui va gérer des centaines, voire des milliers de locaux, plutôt que de s'embêter, entre guillemets, à aller chercher un bien immobilier? Donc, en fait, il y a une demi-heure pour répondre à la question, donc c'est très bien. Donc, on va commencer par un point très simple, c'est dans mon patrimoine, si j'ai une surface de la réserve foncière, je vais commencer par optimiser cette réserve foncière. Je suis chef d'entreprise, il faut absolument que je sois propriétaire de mes bureaux, parce que mon entreprise va payer le loyer et je me construis un patrimoine comme ça. J'ai de la surface foncière sur laquelle je peux bâtir quelque chose dans mon patrimoine, je vais essayer de bâtir dessus, parce qu'en fait, il faut utiliser ce qu'il y a d'abord dans son patrimoine avant d'aller intégrer un élément de l'extérieur. C'est l'avantage de la démarche de conseil. Maintenant, revenons au sous-jacent. Si je veux avoir une couverture mondiale, il existe des fonds. C'est-à-dire, dès que je veux une exposition qui va être géographiquement large, effectivement, je vais passer par un fonds. Plus je vais sur un fonds dit retail, donc accessible au détail, c'est-à-dire accessible à partir de 1000, 2000, 5000 euros, plus je vais avoir des frais intrinsèques à ce fonds. Plus j'ai de frais, alors que j'ai des rendements qui sont globalement sur l'immobilier d'habitation un peu faibles, plus je vais me retrouver avec une performance faible. Donc, les gens ne vont pas forcément sur l'immobilier d'habitation quand ils sont dans des fonds, ils vont plutôt sur de l'immobilier dit tertiaire, c'est pas que des bureaux, parce que dans cet immobilier tertiaire, on a des rendements plus élevés et ça permet d'absorber une partie des frais de gestion.
Revenons sur de l'immobilier. Tu peux, par exemple, dans une SCPI, tu peux avoir une SCPI qui est européenne, c'est-à-dire qui va investir en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, en Hollande et ainsi de suite. Il y en a sur le marché. Ça permet d'avoir, petit 1, une grosse diversification géographique et petit 2, une fiscalité qui sera moins élevée. Petit 2, par exemple, si tu es intéressé par l'immobilier suisse, tu as des fonds qui sont proposés par UBS ou d'autres qui te permettent d'investir uniquement sur l'immobilier suisse, comme il y a des foncières qui te permettent d'investir sur une thématique particulière, un pays particulier, une zone géographique particulière. Là, on est dans le tertiaire. Maintenant, si tu veux investir dans l'immobilier d'habitation absolument, eh bien, c'est le vrai sujet. C'est-à-dire que le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il est très difficile pour un épargnant dit classique d'aller chercher une performance raisonnable par la détention directe d'un actif. Il va bénéficier de l'effet de levier, bien sûr, mais souvent, il va avoir des effets de bord au niveau fiscal qui sont très importants. Il ne va pas avoir accès aux bons marchés. C'est-à-dire que les marchés qui sont les bons marchés, c'est souvent des micro-marchés assez tendus. Alors, en Vendée, on a un peu de chance. Il y a une grosse dynamique économique. Donc là, on a des marchés qui sont des petits marchés qui sont assez tendus. Donc, c'est-à-dire que tu as construit une maison de 90 mètres carrés, ça coûte pas très cher. Ça va te coûter 140, 150 000 euros et 170 000 euros maximum. Et tu vas avoir tout le temps un locataire. Donc, ça, c'est possible. Mais la plupart du temps, en France, si tu veux une certaine stabilité, il faut aller sur des grandes villes. Et dans ces grandes villes, il faut aller dans les endroits qui sont prisés. Donc, les rendements seront à la baisse et surtout, le prix des biens va être à la hausse. Donc, si moi, je devais intégrer dans une allocation d'actifs de l'immobilier, je vais choisir quelques SCPI qui ont une capacité de délivrer une bonne performance. C'est jamais des filiales de banque. Hein. C'est des gens qui font que ça. C'est des gens qui font que ce métier. Donc, les filiales de banque, on oublie. Et deuxièmement, je suis capable d'identifier un certain nombre de fonds que je peux mettre, y compris dans un contrat Yomoni. Alors, en tout cas, Yomoni, je sais qu'ils ont une architecture assez ouverte, qui va me permettre d'aller chercher une performance stable sur le moyen terme pour avoir une petite composante immobilière dans mon patrimoine, là encore, avec un objectif de 10 ans. Voilà. D'accord. Et pour continuer là-dessus, on a Oui, une question sur l'immobilier touristique. oui. Pensez-vous qu'un bien immobilier à louer en ligne touristique sur des plateformes telles que Airbnb, est-ce que ça peut être rentable malgré tout? Oui. Oui, il y a D'accord. des endroits où c'est rentable, il y a des endroits où c'est même très rentable. Là encore, il faut faire attention à la politique qui est menée par, les communes et les communautés de communes par rapport à cette problématique-là. On a eu une niche fiscale extraordinaire avec les meublés, classés de tourisme à une époque. Maintenant, c'est battu en brèche, mais on sait très bien qu'il y a des micro-marchés, sur l'immobilier de tourisme. Si je prends un exemple simple, je vais prendre, une île française, qui s'appelle l'île de Noirmoutier. Eh ben, tu vois, l'île de Noirmoutier, c'est une île qui est souvent très prisée pendant toutes les vacances et même quelquefois en dehors des vacances. Si tu as un appartement sur la côte landaise, sur la côte, comment dire, sur la Riviera française, donc tout ce qui est Cannes, ainsi de suite, tout ça, tu as des périodes de location qui sont très longues. Attention aux réglementations locales, puisque si ton local n'est pas déjà un local commercial, il faut la commercialité de ton appartement. Si ton appartement n'a pas cette spécificité-là, faire attention, il faut l'acquérir, petit 1, donc ça ne peut avoir que l'accord de la mairie. Deuxièmement, il faut que la copropriété le permette, et à ce moment-là, tu peux le faire et c'est intéressant. Oui, c'est vrai que moi j'avais rencontré quelqu'un comme ça qui louait, qui avait repris en fait des anciens bureaux qu'ils avaient transformés en appartements et on pouvait rien lui dire, on ne pouvait pas l'empêcher de louer ça en Airbnb parce que c'était à l'origine les locaux étaient commerciaux et donc Oui. il pouvait continuer à louer Airbnb. Donc c'est vrai que c'était très très pratique pour lui. Et alors impeccable. Et du coup je vais demander à Yomoni, hein, qui gère, enfin, pardon, à Romain de Yomoni, qui gère des fonds, etc. Est-ce que tu valides le côté ETF sur l'immobilier ou foncière cotée pour faire de l'immobilier? Est-ce que c'est un bon plan pour faire de l'immobilier plutôt que d'acheter de l'immobilier physique? Alors, ça, faut-il acheter de l'immobilier physique ou de l'immobilier coté? Je laisse la réponse à Louis-Alexandre qui est beaucoup mieux placé que moi sur l'immobilier. En revanche, si faire de l'immobilier coté
à travers les ETF, c'est une excellente chose parce qu'en fait, ça vous permet, en achetant un seul ETF, d'acheter plusieurs entreprises. Et donc, en fait, nous, ce qu'on prône depuis toujours chez Yomoni, c'est la diversification. Donc, diversification au sein des actions, des obligations, au sein de toutes les classes d'actifs. On pense que c'est nécessaire. Donc, l'immobilier coté via les ETF, on pense que c'est une excellente chose. Et oui, on est pour ce genre de support d'investissement si on veut investir sur l'immobilier coté. Et pour l'or, alors ça, c'était le sujet qui est tombé juste avant qu'on démarre le direct, et j'ai senti qu'il y avait un truc sensible là-dedans, donc je retourne un peu le couteau dans la plaie. Est-ce que l'or et l'argent, il faut acheter, mais surtout ça rejoint ce que nous demande la question que nous a posée un des auditeurs, et encore une fois, si vous avez des questions à poser, mettez-les dans le chat, comme ça je les poserai. Voilà, quelqu'un qui nous pose une question sur un ETF très particulier. Bon, c'est l'ETF Swiss Canto Commodity Silver. Ça, je ne sais pas si tu connais. Donc, voilà, mais pour prendre la question plus large, est-ce que les ETF, justement, sur l'argent et sur l'or, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de sérieux, ou est-ce qu'on est sur des choses un peu particulière, parce que moi, à chaque fois que je parle d'ETF justement sur l'or ou sur l'argent, on a tendance à me dire non, mais il y a beaucoup plus de papier en circulation qu'il n'y a de vrai or et de vrai argent. Et du coup, à la première crise, tout ça va sauter et ne va faire que des déçus. Donc, chez Yomoni, vous n'avez pas d'or physique. Par contre, des ETF sur l'or et l'argent, vous n'en avez pas directement, mais vos clients peuvent en acheter. Et toi, tout à l'heure, hors caméra, tu défendais un peu l'ETF or. Voilà. Donc, quel est ton avis là-dessus ? Effectivement, ce qu'on disait hors caméra, c'est qu'aujourd'hui, nous, on propose un ETF en gestion libre. Et en fait, cet ETF, c'est adossé à de l'or physique. Donc, lorsque vous achetez une part de cet ETF, l'ETF, lui, enfin le gérant, derrière, va aller acheter de l'or physique, il va les mettre dans un coffre qui est dédié à ça, donc protégé encore mieux que si vous le mettiez vous sous le matelas ou dans votre coffre-fort à vous. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, aujourd'hui, vous achetez un ETF, c'est finalement vous achetez de l'or derrière tout ça, ce qui est quand même c'est physique, encore une fois. Et le gros avantage de l'ETF, c'est que c'est très facile à acheter. On parlait justement hors caméra qu'aller acheter son propre lingot, c'est compliqué, savoir comment le stock, etc., c'est compliqué. Via un ETF, c'est très très simple. Il suffit de trouver une plateforme qui propose de l'or, donc Yomoni en propose notamment, et en quelques clics, finalement, vous pouvez acheter de l'or et être exposé aux fluctuations de l'or comme ça. Et les ETF ont réellement l'or ou l'argent qu'ils proposent, ils l'ont vraiment en coffre, ou il y a beaucoup plus de papier émis que de réalité Normalement, c'est 1 pour 1. Donc, normalement, ils ont tout. Enfin, nous, en tout cas, celui avec qui on travaille, c'est 100% lorsque vous achetez 1 000 € de cet ETF, vous avez 1 000 € d'or qui sera après mis dans les coffres de cette société de gestion ou de la banque la banque dépositaire dans laquelle sont déposés l'or et déposés l'or. Et du coup, Anthony, quel est l'intérêt d'aller acheter de l'or physique ? Désolé Romain, mais pour moi, quand on achète un ETF or, on n'achète pas de l'or. On achète la promesse que le fonds qui émet l'indice a de l'or. Mais on n'est pas propriétaire de l'or directement. Ça, c'est le premier point. Mais au-delà de ce point-là, sur les ETF, alors peut-être pas celui que toi tu proposes chez Yomoni, mais de manière générale, il y a quand même une structure avec les produits dérivés qui tournent autour des ETF or, une structure qui est malsaine. Et il y a un risque, quoi qu'on dise, de contrepartie. Si tout le monde demande à récupérer son or ou son argent en même temps, il n'y aura pas assez parce qu'il y a tous ces produits dérivés, les futurs, etc. Enfin, sur l'argent, récemment au COMEX, il y a eu des ventes à découvert. Tout ça est très malsain. Et c'est pour ça que pour nous, l'or ne doit être que physique. Ça, c'est le premier point en termes de contrepartie. Mais après, il y a aussi la fiscalité qui rentre en compte. Quand on achète des ETF or, en fait, on est taxé sur la plus-value, flat tax, 30% de manière tout à fait classique. Alors que quand on a de l'or physique directement,
on a une fiscalité qui est plus avantageuse et qui est dégressive dans le temps, puisqu'on est taxé sur la plus-value les 2 premières années de détention au taux de 36,2%, et après on a un abattement de 5% tous les ans, et au bout de 22 ans, il n'y a plus du tout de taxe. Et je ne parle même pas après des petites astuces pour les jetons, etc., qui permettent d'avoir une fiscalité qui est nulle pour les transactions inférieures à 5 000 euros. Donc, pour moi, quand il s'agit d'acheter de l'or, il y a no match entre l'or physique et l'or papier. Si on veut vraiment de l'instantanéité, à ce moment-là, on peut acheter aussi de l'or tokenisé. Et donc là, on est sur de l'or qui est sur la blockchain, entre guillemets. Alors, on n'achète pas de l'or non plus directement, mais on achète un token qui est adossé à de l'or physique. Et si on fait appel aux bons intermédiaires, tout est audité, tout est tracé, tout est sécurisé. Et là, ça permet d'avoir de l'or qui est ultra liquide, puisque les marchés crypto sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas le cas des marchés financiers classiques, où là, l'or papier peut se trader, entre guillemets, que sur les heures d'ouverture du marché. Donc, le papier pour du court terme, pourquoi pas, mais en général, quand on achète de l'or, c'est pour sécuriser de l'épargne sur du long terme, et à ce moment-là, le physique me semble évident. Et juste, la fiscalité là, que tu nous donnais sur l'or, c'est valable sur l'or que j'ai chez moi, comme l'or qu'il y a, que je laisserai dans les coffres, par exemple, de hauts coffres. C'est la même fiscalité. Il n'y aura pas de changement entre les deux, quoi. Non, que je l'ai moi directement ou que ce soit gardé par quelqu'un, c'est la même chose. Exactement, c'est la même chose puisqu'on est propriétaire de l'or physique en direct. Donc, c'est la fiscalité soit sur les plus-values qui s'appliquent si on est capable de prouver, si on a un justificatif d'acquisition, que ce soit une facture d'achat, un acte de donation, un acte de succession. Si on n'a pas de document qui atteste de l'origine d'achat, on passe sur une taxe qui est forfaitaire à hauteur de 11,5% de la valeur totale qui est vendue. Mais la fiscalité est vachement plus avantageuse sur l'or physique que sur les ETF or dans tous les cas, donc puisqu'elle est dégressive. Je reviens quand même parce que normalement un ETC, parce que c'est un ETC donc c'est commodities pour le C. Là, l'ETC s'engage à acheter l'or lorsque vous donnez l'argent. Donc, ok, vous avez une part d'un ETF, mais qui détient 100% des lingots. Donc finalement, on est détenteur de l'or de manière indirecte. Pour moi, il n'y a pas de. C'est juste une vision de l'esprit qui est un peu différente. C'est là où on n'est pas d'accord. Là où on n'est pas d'accord. Je vais mettre tout le monde d'accord, moi, vous allez voir. En fait, quand tu mets un assureur en France, juste une chose. Attends, je repasse la parole, Louis-Alexandre. Je veux juste vérifier une chose. L'ETC, je peux l'acheter sur un PEA ou pas? C'est vis-à-vis de la fiscalité? Non, c'est forcément à part. D'accord. Ouais. Donc j'aurai la flat tax. Oui. Et ce qu'il faut, on revient aussi sur l'or physique versus ETC. Alors, peut-être que la fiscalité n'est pas la même, etc. Mais le coût de stockage sera bien inférieur pour un ETC que lorsque vous allez détenir un lingot. Parce que le lingot, vous n'allez pas le détenir sous votre matelas. Vous allez le détenir en coffre, qui va vous coûter cher. Vous allez prendre une assurance pour être sûr d'être dédommagé si jamais la banque est cambriolée. Donc, en fait, l'ETC, c'est très simple, c'est beaucoup plus liquide, contrairement à ce que tu disais. Finalement, on a besoin de récupérer notre argent, on vend l'ETC, c'est très simple. C'est un marché, alors même s'il ne code pas à minuit, il sera ouvert à 8h du matin, et je pense que 9h du matin, je pense qu'on peut attendre 9h. Donc, liquidité très facile, place de cotation pratiquement toute la journée, et coût de détention qui est beaucoup plus faible. Donc, moi, je suis plutôt convaincu sur le fait que détenir de l'or via un ETC, c'est aussi une très bonne solution. Bon. Louis-Alexandre. Alors, en fait, quand on met de l'argent dans un contrat d'assurance vie pour faire une allocation, en France, on a une créance contre l'assureur et il n'est même pas obligé d'acheter l'ETC. Bon, même s'il vaut mieux qu'il le fasse pour lui, puisqu'il en est responsable, il est comptable, et il est responsable comptablement là-dessus. Et donc, en fait, même quels que soient les supports, on a une créance contre l'assureur. Donc, on n'a même plus la question de savoir si on a le stock d'or en face ou pas. De toute façon, pour des petits montants, pour des questions qui sont simples, je veux faire des montants, je veux pas m'embêter la vie, ouvrir un nouveau compte, ainsi de suite. Il y a une praticité avec l'or papier qui amène de toute façon des inconvénients, et ça, on n'y peut rien. Et de l'autre côté, eh bien, quand j'ai mon or physique, de toute façon, je vais avoir des frais supérieurs pour la conservation, sauf si je fais un abonnement ou j'achète un petit peu tous les mois. Mais en tout cas, j'ai un peu plus de frais parce que j'ai un accès direct au sujet. Bon, et puis après, pour mettre tout le monde d'accord, eh bien, des détentions de l'or
numérique, donc de l'or du 21e siècle qui est Bitcoin, eh bien là, ça permet de baisser les frais de détention, ça permet de faire des transactions tout le temps, y compris à minuit ou à 2 heures du matin, et on a quelque chose qui est livré en même temps que le paiement. Donc c'est un bon complément à l'or, c'est une vision 21e siècle de l'or, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier dans cette discussion sur l'or, même si de toute façon, nous, depuis tout le temps, on a toujours mis de l'or dans nos allocations, et sachez que si vous avez un patrimoine un peu conséquent, on peut même avoir de l'or physique détenu dans des coffres à Genève, dans un compte titre en Suisse ou dans un contrat d'assurance vie au Luxembourg. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je crois qu'on a vu un petit peu tout ce que l'on pouvait voir justement sur l'or, les actions et enfin la bourse d'une manière générale. On ne va pas prendre que les actions, puisqu'on va parler aussi d'ETF immobilier et d'ETF sur l'or et l'argent, et la façon de s'en servir en 2026, une année qui semble devoir être bousculée. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'était donc avec nous Anthony Busco de Aucoffre, Veracash et Cryptcool. Donc, Cryptcool, je pense que ça va être des crypto-monnaies, non? C'est ça, hein, avec un nom pareil. Louis-Alexandre Frossard, qui est gérant associé chez Montaigne Conseil et Patrimoine, et qui conseille donc des chefs d'entreprise et des particuliers sur la gestion de leur portefeuille. On est une dizaine, donc on sait s'adapter aux demandes. Et excusez-moi, Romain Michel, qui est portfolio manager chez Yomoni. Donc, merci de nous avoir donné toutes ces informations. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.